Aujourd'hui, je vous propose l'un de mes exercices préférés sur la convergence des suites réelles. Vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que j'apprécie un exercice qui, en apparence, ne paye pas de mine. La raison est simple, il m'a tenu en échec pendant des années. La première fois que j'ai croisé le chemin de cet exercice, je venais d'entrer en classe prépa. Après quelques petites tentatives pas du tout fructueuses, j'ai jeté l'éponge. Je me suis découragé, assez honteux de moi-même d'avoir été ridiculisé par un exercice en apparence si banal. Au cours de l'année, j'y ai repensé de temps en temps, sans plus de succès, avant de totalement l'oublier. Le déni par excellence. Ce n'est que des années plus tard que la magie du recul s'est opérée. Un jour complètement aléatoire, je repense à l'exercice, et après quelques cogitations et 2-3 petits essais, la solution me vient en tête, presque comme par miracle, même si ce n'en est pas un. La solution m'a semblé si évidente, si simple, que j'arrivais même pas à comprendre comment j'avais fait pour ne pas la trouver lorsque j'ai rencontré l'exercice. Alors cette petite anecdote, qui vaut ce qu'elle vaut, a au moins une morale fondamentale à mes yeux. C'est que les mathématiques, ça prend du temps. Pour résoudre un exercice, il faut du temps, on a besoin de temps. Pour se mettre dans les bonnes conditions de concentration, pour comprendre l'énoncé, pour commencer à réfléchir, pour changer de manière de penser lorsqu'on est bloqué, pour rédiger, etc., etc. Mais plus fondamentalement, la compréhension des mathématiques et la prise de recul sur les définitions, les notions, les concepts, les propriétés, les théorèmes, les techniques et les méthodes, ça prend du temps, ça se fait sur le temps long. Par conséquent, on ne doit pas ressentir excessivement de honte lorsqu'on sèche, comme une merde, sur un exercice. Fallait pas dire ça. On a le droit. Si on n'arrive pas à un exercice, c'est peut-être simplement que, à l'instant T, on n'est pas assez mûr, pas assez mature, on n'a pas encore assez pris de recul sur les notions pour le réussir. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Pour ma part, j'aime à me représenter mon niveau en mathématiques comme ma position sur un grand escalier, et je me dis, si j'arrive pas à résoudre un exercice, c'est simplement qu'il me reste à gravir certaines marches de compréhension jusqu'à en être capable. Alors une autre raison, plus technique disons, pour laquelle j'aime l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est parce que c'est un exercice d'analyse élémentaire. Non pas au sens de facile, mais au sens de on peut pas arriver comme ça, tranquille, et se dire je vais appliquer un théorème, ciao bye bye, l'exercice est résolu, tout le monde rentre chez soi. Non, on peut pas procéder comme ça. En fait, il faut faire preuve d'un tout petit peu plus de créativité pour trouver le chemin, le cheminement entre l'hypothèse et la conclusion. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Bon, assez bavardé, j'ai déjà assez discuté, je pense que vous mourrez tous d'envie d'avoir la solution de cet exercice, à moins que, contrairement à moi, vous l'ayez trouvé en 2 petites minutes, tranquille. Alors, à vos maths, prêt, parti. Alors, nous souhaitons montrer que les suites UN et Vn convergent vers 0, et ce que nous savons, c'est que cette expression, qui s'affiche ci-dessous, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. On doit donc trouver un chemin entre la convergence de cette expression vers 0 et la convergence des suites UN et Vn vers 0. Alors si on prête un petit peu attention à l'expression ci-dessous, on voit qu'elle ressemble, comme 2 gouttes d'eau, à quelque chose de bien connu qui est une identité remarquable. Par conséquent, il semble assez naturel de vouloir faire apparaître, travailler cette écriture pour obtenir l'identité remarquable de développement de la somme au carré. Pour faire ça, on a besoin de faire apparaître un 2 au niveau du terme du milieu, UN-Vn. Mais si on fait apparaître un 2, c'est pas gratuit, on doit aussi diviser par 2. On fait donc apparaître 1 fois 2 divisé par 2. Ensuite, je vais vouloir factoriser par 1 demi, pour avoir vraiment uniquement le 2. Donc je fais apparaître au niveau des termes UN au carré et Vn au carré, également le 2. Ensuite seulement, je factorise par 1 demi. Là, j'ai le même problème inversé, c'est-à-dire que j'ai bien un 2 sur le terme du milieu, mais j'ai des 2 devant UN au carré et devant Vn au carré. Pour avoir l'identité remarquable, c'est pas grave, je vais simplement séparer le 2un au carré en un au carré plus un au carré, même chose pour Vn. Maintenant, je suis en mesure d'appliquer mon identité remarquable au milieu. Ça me donne 1 demi de un au carré plus Vn au carré plus Vn au carré. Alors si vous vous rappelez bien, on est simplement parti d'une expression du départ qui tendait vers 0, et on l'a modifiée par l'écriture. Donc l'expression qu'on obtient tend encore vers 0. Le 1 demi qui est devant ne pose pas problème, ce qui est à l'intérieur des parenthèses va encore tendre vers 0, par opération sur les limites. Et là, c'est un moment clé de la démonstration, parce qu'on a une somme de 3 suites positives qui tend vers 0. On a bien envie de dire que, du coup, chacune d'entre elles va tendre vers 0, et effectivement, c'est le cas. Par conséquent, la suite un au carré et la suite Vn au carré en particulier vont toutes les deux tendre vers 0. Et nous, ce qu'on veut, je vous rappelle, c'est que un et Vn tendent vers 0. Mais là, on a un au carré et Vn au carré. On a bien envie de dire que si un au carré tend vers 0, alors il en va de même pour un qui tend aussi vers 0. Et effectivement, c'est le deuxième moment clé de la démonstration. Ceci est vrai. Et donc, on est bien passé de la convergence de cette expression en fonction de un et Vn à la convergence de la suite un au carré, puis à la convergence de la suite un vers 0,
La démonstration est donc terminée. Alors pour les personnes un petit peu plus scrupuleuses, vous vous êtes sans doute rendu compte que je n'ai pas démontré les résultats que j'affirmais dans les moments clés de la démonstration, comme le fait que si j'ai une somme de suites positives qui tend vers 0, chacune d'entre elles va tendre vers 0, c'est la première chose que j'ai admise. Et j'ai également admis que si j'ai le carré d'une suite qui tend vers 0, alors la suite elle-même tend vers 0. Alors pour vous, ne vous inquiétez pas, on va se retrouver au tableau pour démontrer ces deux lemmes un petit peu techniques mais sans grande difficulté, qui demandent de revenir à la définition. Pour les autres, à la prochaine. Alors, lemme numéro 1, pour un une suite réelle, on souhaite montrer que si un au carré tend vers 0, alors il en va de même pour un. Cette proposition est une implication. Si une hypothèse, alors une conclusion. Pour montrer une implication, on doit supposer que cette première proposition est vraie et la montrer que la deuxième proposition-là est vraie sur la base de cette hypothèse. C'est parti, allons-y. Pour ce faire, on va devoir revenir à la définition. Eh bien, analysons les définitions de ces deux propositions. La proposition, elle signifie que pour tout nombre strictement positif, delta, il existe un entier, un rang, au-delà duquel, pour tout entier plus grand que ce rang, tous les termes de la suite un au carré seront en valeur absolue plus petits que delta. Ça, c'est ce qu'on a supposé. Maintenant, ce qu'on veut montrer, c'est la proposition 2. Ce qu'elle signifie, sa définition, c'est que pour tout epsilon, nombre strictement positif, il existe un rang au-delà duquel tous les termes de la suite un seront en valeur absolue plus petits que epsilon, ce qui signifie exactement que tous les termes de la suite un seront au-delà du rang compris entre epsilon d'un côté et moins epsilon de l'autre. On souhaite montrer une proposition qui commence par pour tout epsilon strictement positif. On va donc fixer un epsilon. Donc soit epsilon strictement positif. On cherche à trouver un entier n tel que, pour tout n plus grand que cet entier, j'ai un qui soit compris entre moins epsilon et plus epsilon. Donc on cherche à trouver un entier, un rang à partir duquel on ait une condition qui soit vérifiée. Bien évidemment, pour trouver cet entier, on va se baser sur ce qu'on sait, sur les hypothèses. Parce que la seule chose qui est en mesure de nous fournir un entier, c'est cette condition-là. Inspectons un petit peu cette condition. Cette condition nous dit que pour tout nombre fixé, on peut trouver un entier au-delà duquel tous les termes vérifient cette inégalité. Mais quel est le rapport entre cette inégalité et celle qu'on veut avoir ici? Si on reformule cette inégalité, qu'on fait un petit dessin, on se rend compte que la condition valeur absolue de un au carré plus petit que delta équivaut à dire que un doit être compris entre moins racine de delta et racine de delta. Donc grâce à l'hypothèse, je suis en mesure, pour tout delta que je veux, pour n'importe quel delta que je veux, de trouver un entier pour lequel j'ai cette condition qui soit vérifiée pour tout entier plus grand que cet entier. Et moi, je veux ça. Donc, je vais devoir adapter le bon delta pour avoir cette inégalité-là. Donc, je dois trouver un rapport entre delta et epsilon. Moi, j'ai ça, je veux ça. Pour que ça marche, on va posons delta égale epsilon au carré. Parce que si je pose delta égale epsilon au carré, j'aurai epsilon qui est égal à racine de delta. Et c'est exactement ce qui va me garantir que j'ai la même chose. Alors, d'après l'hypothèse, pour ce choix de delta, il existe n appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n, j'ai un qui soit compris entre moins racine de delta et racine de delta. Sauf que delta, c'est epsilon au carré, donc moins racine de epsilon au carré, plus petit que un, plus petit que racine de epsilon au carré, donc j'ai bien l'inégalité que je veux. La proposition numéro 2 est bien démontrée grâce à la proposition numéro 1, ce qui achève la démonstration du lemme. Alors si vous vous rappelez bien, au cours de ma démonstration, j'avais affirmé que si j'ai une somme de suites qui convergent vers 0, ça implique nécessairement que chacune des suites individuellement converge vers 0. C'est ce lemme que je dois démontrer. Je le fais dans le cas de 2 suites, mais on peut généraliser ça par récurrence très simplement pour autant de suites que l'on veut du moment qu'il y en a un nombre fini. Allons-y donc, je prends un et vn, deux suites réelles positives, je suppose que la somme un plus vn converge vers 0 et je souhaite montrer que un et vn convergent toutes les deux vers 0. J'écris en revenant à la définition ce que signifie mon hypothèse, et je souhaite montrer, en revenant à la définition, que un et vn tendent vers 0. Allons-y, je souhaite montrer cette proposition qui commence par pour tout epsilon, je dois donc fixer un epsilon, soit epsilon strictement positif. Je suis donc à la recherche d'un rang, n appartenant à n, à partir duquel tous les termes de ma suite un, en valeur absolue, seront plus petits que epsilon, et même chose pour ma suite Vn. Je vais donc commencer par utiliser ce que je sais, c'est-à-dire mon hypothèse. Pour tout epsilon, je sais qu'il existe un rang pour lequel les termes de la suite vérifient ça au-delà de ce rang. Donc je sais qu'il existe un entier n, un rang, à partir duquel la somme un plus vn en valeur absolue
est plus petite que epsilon. Rappelez-vous, dans l'énoncé, il y a quelque chose d'important. Il y a le fait que les suites sont positives. Il va bien falloir l'utiliser à un certain moment. Cette condition, je vous rappelle qu'on peut l'écrire sous la forme moins epsilon plus petit que un plus vn plus petit que epsilon. Mais comme les suites un et vn sont toutes les deux positives ici, on peut juste mettre supérieur à 0. Ce que je peux faire, c'est isoler le un. Un, on sait que c'est positif aussi. Et grâce à cette inégalité, en passant le vn de ce côté-là, j'aurai epsilon moins vn. Et une fois de plus, comme vn est positive, c'est dans l'hypothèse, je peux majorer ça par epsilon. Autrement dit, j'ai trouvé un entier n appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n, un soit compris entre 0 et epsilon. Donc, à plus forte raison, puisque un est positive, un est compris entre moins epsilon et epsilon. Ce qui signifie exactement ce que je voulais. Par symétrie, la démonstration est identique en ce qui concerne vn. Nous avons terminé le lemme numéro 2. Alors avant de vous quitter, j'aimerais vous partager une petite réflexion rapidement au sujet de la résolution de cet exercice. En fait, souvent en maths, on a envie de faire quelque chose, comme au début de la démonstration, on avait envie de faire apparaître une identité remarquable. Mais avant de mener à bien l'exercice, on n'a aucune garantie sur le fait que cette transformation est justifiée. Ce qui justifie la transformation, c'est que ça marche après. Mais sauf qu'au moment où on va faire la transformation, au moment où on va essayer quelque chose, on n'a aucune garantie sur le fait que ça va marcher. C'est ça qui, des fois, est assez perturbant dans les démonstrations, c'est qu'une étape de calcul ou de raisonnement tire sa justification des étapes d'après. Sauf qu'à moins d'avoir tout vu à l'avance, on ne peut pas vraiment fonder sur quelque chose de rationnel, disons, un calcul, une justification. Donc en fait, foncièrement, il faut tâtonner. Il faut essayer des choses. Si on est bloqué, il faut adapter sa manière de penser et tenter de réexprimer une expression, tenter une approche différente, tout simplement. Voilà, c'est juste une petite embryon de réflexion que je voulais confier parce que c'est vrai qu'en voyant la solution, on peut se dire bah, j'aurais jamais pensé à faire ça. Bah, en fait, il faut essayer. Essaye, regarde les choses qui se présentent sous tes yeux, regarde à quoi ça te fait penser, et par analogie, essaye de transformer l'expression et vois où ça te mène. Parfois, ça te mènera à rien, et parfois, ça portera ses fruits. Bien sûr, dans le processus, il faut faire preuve d'interprétation, parce qu'en transformant l'expression, tu obtiens, comme dans l'exercice, une somme de 3 suites positives qui tend vers 0. Et là, il faut quand même avoir cette présence d'esprit de se dire ce que j'obtiens à l'issue de la reformulation, ça va me mener à quelque chose. Et bon, ça, c'est avec l'expérience qu'on apprend à persévérer et puis ne pas jeter l'éponge et faire des tentatives et accepter le fait que parfois ça ne mène à rien. Et restez humble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez me suggérer des exercices ou bien des pistes d'amélioration. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.